Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être toujours avec nous sur le plateau télé officiel de cette REF 24, une REF consacrée au thème du pouvoir, pouvoir d'agir, pouvoir d'innover, des notions qui ne sont pas du tout étrangères à nos deux invités politiques de cette première journée. J'ai le plaisir d'accueillir directement à ma droite Stéphane Piednoir, sénateur de Maine-et-Loire et président de l'OPEXT, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour. Et vous êtes accompagné d'Antoine Armand, député de Haute-Savoie, président de la Commission des affaires économiques. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler donc d'investissement des entreprises dans la recherche et notamment du crédit d'impôt recherche, donc ce dispositif de déduction fiscale qui vient accompagner les entreprises qui investissent en R&D. Une mesure dont l'efficacité souvent est remise en cause, notamment quand on doit aller essayer de réduire les dépenses publiques. Est-ce que c'est fondé comme remise en cause selon vous? Peut-être, je vais commencer avec vous, Antoine Armand. Est-ce que l'efficacité du CIR n'est pas prouvée? Vous savez, en France, parmi nos qualités, on a le défaut de vouloir remettre en cause ce qui fonctionne. Et je crois très profondément que le CIR est un atout économique, industriel, de recherche, d'innovation sociétale majeur pour le pays. Pourquoi? Parce qu'il est un outil simple et très clair qui dit aux entreprises « investissez dans le futur, investissez dans la recherche et l'innovation et venez soutenir l'effort de recherche publique avec un effort de recherche privée ». Et d'ailleurs, le fait qu'on débatte de s'il est assez bien calibré ou pas, s'il faut en changer les contours, s'il faut le doser autrement, c'est bien la preuve que le pilier fondamental est utile. Et donc je crois, Patrick Martin le disait tout à l'heure, qu'il faut le préserver, je dirais même le sanctuariser dans cet environnement incertain face à la transition numérique, à la transition écologique. On a besoin d'outils clairs, simples, il faut peut-être même sans doute le simplifier encore, des outils clairs, simples, efficaces pour le futur. Pas de remise en cause donc sur le fond, peut-être sur la forme. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur le sénateur? Vous savez, c'est une mesure qui n'est pas si vieille que ça. Ça a été instauré par la loi Fioraso en 1983, donc ça a 40 ans, qui a subi de nombreuses modifications au cours des législatures. Et c'est normal, c'est vivant, c'est un dispositif qui doit évoluer compte tenu d'abord de son rendement, de son efficacité, et puis des contraintes financières qui sont celles de notre pays. Et à chaque débat budgétaire, chaque année, on a évidemment ce sujet sur est-ce que cette niche fiscale, puisque c'en est une qui est importante, plus de 6 milliards d'euros aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours pertinente, est-ce qu'elle est toujours essentielle? Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la recherche en France, 2/3 de la recherche est supportée par le privé. C'est un encouragement indispensable pour la recherche en France parce que le privé supporte une bonne partie de cette recherche. On avait la LPR qui a été votée il y a 3 ans maintenant, qui ne concerne que la recherche publique. D'ailleurs, c'est un titre qui porte assez mal son nom. On aurait pu ajouter quelque chose sur la recherche privée. Donc, nous, on est ouvert. Enfin, moi, en tant que parlementaire, je dis rien n'est immuable. On sait qu'il y a eu la réforme de 2008 sur le CIR, qui est une réforme profonde, qui se base maintenant uniquement sur le volume d'investissement sur la recherche et non plus sur la croissance. Moi, je suis ouvert et je reprends aussi à la fois les propos de Patrick Martin tout à l'heure et de Gérard Larcher qui disait on doit davantage, en tant que parlementaire, s'appuyer sur les forces vives, sur les partenaires sociaux, sur ceux qui connaissent véritablement, qui vivent au quotidien et sur la recherche, par exemple, pour nous faire des propositions peut-être plus pragmatiques que celles que nous, en tant que parlementaires, on peut envisager. Et donc, si le MEDEF, par exemple, ou de nombreuses entreprises, 26 000 entreprises aujourd'hui concernées par ce CIR, nous font des propositions pour changer, non pas l'échelle, mais peut-être la formule, eh bien moi je suis ouvert à cette écoute-là pour faire une évolution de ce CIR. Alors vous avez cité la refonte de 2008. Voilà, il y a certaines critiques qui finalement visent le fait que c'est aussi une mesure d'accompagnement économique, de performance économique, mais peut-être finalement qui ne permet pas assez de dynamiser la recherche. Vous, en tant que président de l'OPEX, donc qui êtes vraiment concerné directement par aussi l'efficacité, j'ai envie de dire, scientifique et technologique, est-ce que vous voyez quand même voilà, au quotidien les résultats de ce crédit d'impôt recherche? Il y a un bon rapport qui est sorti il y a maintenant 2 ans, la Commission nationale d'évaluation des politiques sur l'innovation, qui cible ça, qui identifie l'effet de levier sur les entreprises. Sur les grosses entreprises, l'effet de levier, il est assez faible en fait. 1 euro de subvention correspond à 1 euro de recherche et développement supplémentaire par rapport à ce qu'elles auraient de toute façon réalisé. Sur les PME, on est sur un effet de levier qui est un peu plus important, 1,4. Donc ça, c'est vraiment le fruit de la réforme de 2008. Ça veut dire que de temps en temps, on se pose des questions, de bonnes questions. Maintenant, pour répondre à votre sollicitation, oui, les défis
scientifiques, technologiques qui sont devant nous sont absolument essentielles. Et j'entendais Patrick Martin dire tout à l'heure, les entreprises font face à des investissements colossaux. On pense, bien sûr, il l'a dit, à l'intelligence artificielle, mais sur le dossier de l'énergie, on peut penser que les grands groupes, là, du coup, ont une force de frappe pour améliorer l'électrolyse pour l'hydrogène, pour aller vers des nouveaux types de réacteurs, pour encourager la recherche et le développement de ce qui se fait aujourd'hui à travers des startups sur du nouveau nucléaire. Tout ça est un ensemble de dispositifs, un ensemble de forces actives qui vont dans le sens du développement d'une recherche vraiment qui va amener à des solutions, mais pour l'ensemble du pays, pas uniquement pour les boîtes. Alors vous avez cité quelques orientations générales données notamment par la loi de programmation de la recherche ou encore par France 2030. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet. Mais peut-être on peut encore aller plus loin parce que il y a cet objectif de 3%, c'est ça, du PIB investi dans la recherche. Est-ce qu'on y est? On n'y est pas encore. Donc peut-être un mot peut-être aussi là-dessus, Antoine Armand. On n'y est pas encore et il y a un chiffre que j'aime beaucoup citer qui a été beaucoup mis en avant par deux de nos plus grands scientifiques, Yves Laszlo et Lidéric Bocquet. À peu près la moitié des technologies dont on a besoin pour réussir la transition climatique d'ici 2050 ne sont pas à maturité. Ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Donc l'effort de recherche que nous avons à mener et le volume d'investissement qui va avec, ce n'est pas seulement une question de maturité technologique, mais de volume d'investissement. Vous avez cité les réacteurs nucléaires, on va passer à une nouvelle étape pour les générations futures, ce sera des centaines de millions d'euros, idem pour les électrolyseurs. Le volume et la qualité de la technologie qu'il faut atteindre sont absolument gigantesques. Et là-dessus, le privé peut sans doute encore, s'il est accompagné avec cette direction claire, apporter beaucoup en termes de financement et puis de capacité à faire de la recherche avancée. Et puis il y a un dernier point, on en parlera peut-être plus tard, mais qui est très important au-delà du volume d'investissement, c'est la capacité à articuler l'intelligence extraordinaire qu'il y a en France dans la recherche fondamentale avec la recherche appliquée et la capacité à transformer des technologies et des découvertes scientifiques en applications industrielles, économiques, scientifiques au service du climat ou d'autres transitions. Donc il y a une question d'argent, on en parle souvent, mais il y a aussi une capacité à diffuser cet effort d'investissement dans la recherche. Comment est-ce qu'on fait pour que les universités, je le dis aussi pour que les jeunes chercheurs, soient incités à créer leur entreprise, à utiliser tout de suite leurs découvertes, leurs trouvailles pour faire de la valeur économique et réussir la transition énergétique par exemple. Alors merci en effet de l'aborder, monsieur le député, parce que c'est vrai que c'était aussi un des points dont je voulais aborder avec vous. On a vu notamment l'an dernier au sujet de l'INRIA que parfois ça pouvait bloquer chez les chercheurs aussi cette volonté finalement de les entraîner absolument sur des applications économiques concrètes. Comment justement, quelles sont les solutions, les pistes peut-être que vous imaginez pour essayer de faire en sorte que ce soit plus perméable entre ces deux univers, la recherche fondamentale et peut-être la recherche appliquée? La LPR a tenté de répondre en partie à cette problématique. Par exemple, en permettant aux doctorants et aux docteurs, aux futurs docteurs, d'avoir une activité dans le privé. Vous savez que c'est très cloisonné, la recherche publique en France. Et donc la LPR a assoupli un petit peu ça. Ça n'a pas été un combat si facile que ça à mener. Mais je trouve ça super qu'un chercheur dans une université publique puisse aussi avoir une partie de son activité. Ça existe dans le médical, dans le secteur médical, une partie un peu plus libérale peut-être dans une entreprise privée pour avoir des applications plus concrètes de sa recherche fondamentale. C'est un équilibre, j'imagine, pour un chercheur d'avoir cette dualité entre recherche fondamentale, recherche plus pratique. Évidemment que dans une entreprise, on va plutôt rechercher des applications concrètes. Ce que j'ai cité tout à l'heure en fait partie. Il ne faut jamais oublier la sérendipité en matière de recherche, c'est-à-dire que parfois, et assez souvent finalement, on trouve des objets, on trouve des applications qui n'étaient pas du tout l'objectif visé au départ. Et dans ce type de configuration assouplie que j'ai citée, ça peut arriver qu'un chercheur dise dans le cadre de ma recherche fondamentale, là il y a une application qui pourrait servir à telle ou telle boîte. Et donc je me mets au service de cette boîte pour aller un peu plus loin et pour porter ça jusqu'au bout. Puis un certain nombre de chercheurs qui veulent aussi justement entreprendre et qui du coup comptent sur le pouvoir public pour pouvoir les accompagner, pour justement pouvoir continuer à entreprendre et innover en France. Ça aussi c'est un des enjeux primordiaux, de pouvoir conserver la matière grise au sein du pays. Donc le CIR est un sujet, mais il y a aussi, donc on a rapidement parlé de France 2030, peut-être aussi finalement un budget ou en tout cas des subventions qui vont être allouées pour la recherche, pour en tout cas répondre aux grandes orientations qui ont été édictées. Peut-être un mot là-dessus, sur ce plan donc, qui doit nous emmener jusqu'en 2030.
Est-ce que vous pouvez en redresser les contours et peut-être dresser un premier point de situation? France 2030, c'est un outil qui a été voulu par le président de la République avec une idée qui me paraît fondamentale. Pour une des premières fois de notre histoire économique, souveraineté et transition climatique vont ensemble. Autrement dit, si on développe en France et en Europe des technologies qui sont en mesure de nous aider à passer la transition énergétique, on sera plus souverain, on sera moins dépendant. Qui du pétrole, qui des minerais qu'on importe, qui des terres rares qui existent seulement sur certains continents. Et donc pour cela, il faut développer des technologies parfois de rupture, parfois simplement qui existent mais qui ne sont pas assez avancées. Ça a été la première étape de France 2030 avec des défis, une dizaine de défis extrêmement concrets. Un avion bas carbone, des réacteurs de 3e ou de 4e génération, des électrolyseurs beaucoup plus rentables pour l'hydrogène, etc., etc. Maintenant, on arrive à une deuxième phase qui prouve que ça a été un succès, c'est qu'on a beaucoup de technologies, beaucoup d'entreprises qui ont profité de cet élan pour montrer leur première découverte, pour montrer leur premier prototype. Il va falloir faire des choix. Pourquoi? Parce que la deuxième phase d'investissement, elle est colossale. Elle est plus en dizaines de millions d'euros par entreprise, mais en centaines de millions d'euros, parfois même davantage. Et donc je crois que ce plan France 2030, il a tout intérêt à être prolongé, à être massifié, pas qu'avec de l'argent public d'ailleurs. On peut imaginer des fonds, des concours, un partenariat public-privé qui nous permet d'être à la bonne maille pour ce nouveau défi. Mais France 2030, oui, c'est notre entrée dans une ère industrielle à la fois plus souveraine et plus écologique. Vous avez justement évoqué donc, des choix qui doivent être faits. Est-ce qu'il y a justement des technologies, des secteurs? On a parlé du nucléaire, bien sûr, de l'hydrogène. La décarbonation est aussi un enjeu. Après, il y a d'autres secteurs qui finalement auront un impact indirect peut-être sur les enjeux RSE dont on parle cet après-midi sur ce plateau. Peut-être aussi parler d'intelligence artificielle. On sait que ça va influer sur l'ensemble des activités économiques. Quelles sont, selon vous, les grandes orientations peut-être sur lesquelles il faut accélérer avec encore plus d'argent, que ce soit des pouvoirs publics ou de l'argent privé? Et peut-être avez-vous des exemples d'entreprises aussi en tête, de start-up qui mériteraient justement qu'il y ait cet accompagnement? Je peux insister sur la partie énergie. Je vais avoir un petit bémol par rapport à ce qu'a dit mon collègue député à l'instant, et ça va rejoindre aussi les propos de Patrick Martin. Il faut pour des entreprises quelque chose d'essentiel, c'est la visibilité, c'est de la stabilité. Et le président de la République a un tout petit peu changé d'avis quand même entre sa première élection en cours de son premier quinquennat sur le nucléaire notamment. Je ne vais pas revenir sur les conditions, tout ça est derrière nous, mais je pense que ça a mis un coup d'arrêt très grave au déploiement des nouvelles technologies dans le domaine nucléaire. Vous parlez des startups. Aujourd'hui, il y a beaucoup de startups qui se mobilisent sur ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides. Donc, c'est des réacteurs nucléaires de 4e génération, plus sobres en termes de consommation, de production de déchets, en termes de consommation aussi d'uranium, et qui sont vertueux de ce côté-là. Et ces startups, les gens qui bossent dans ces startups aujourd'hui sont des équipes qui proviennent du projet Astrid qui était financé par le public, par le CEA, qui était porté par le CEA et qui a été stoppé en 2019 par le président de la République. Ça a mis un coup d'arrêt phénoménal. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer ces équipes au moment où la décision a été prise. Elles étaient vraiment, j'allais dire, au bout du rouleau, vraiment désabusées. Quelques années plus tard, il y a eu ce discours de 2020 qui a changé les choses et elles se sont remobilisées immédiatement sous un format différent avec des startups qui ont besoin d'être encouragées parce que tout ça coûte évidemment excessivement cher. On ne produit pas même un petit réacteur de démonstration avec 50 000 euros. Quoi. Enfin, c'est en millions d'euros, voire en centaines de millions d'euros. Donc elles ont besoin de ça. Il y a une chose qu'on pourrait ajouter, c'est de la simplification. Aujourd'hui, trouver des financements, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé d'ailleurs, c'est un parcours du combattant. D'abord, il faut s'y retrouver. Vous avez cité France 2030. Dans le public, c'est les PIA 4, il y a une multitude de dispositifs. Je trouve qu'on gagnerait à avoir plus de simplicité. J'irais même un peu plus loin. Et là aussi, je crois que ça rejoint les objectifs du MEDEF, c'est de dire, finalement, est-ce qu'on a besoin de ces aides-là? Ou est-ce qu'on ne peut pas remplacer ces aides-là? C'était les propos de David Lisnard, d'ailleurs, ici même, je crois, l'an dernier, par des allègements de charges. Si les entreprises ont tant besoin de soutien pour développer de la recherche ou de l'investissement, pour dire les choses simplement, c'est aussi peut-être parce que les charges fiscales et sociales qui pèsent sur elles sont extrêmement lourdes. Donc là, il y a un chantier qui est évidemment gigantesque, mais il me semble qu'on est à l'aune de quelque chose d'extrêmement nouveau dans notre pays, en tout cas politiquement. Donc peut-être que c'est aussi le moment de se poser ces questions sur une remise à plat
de ce système très lourd fiscalement pour les entreprises versus des encouragements, des financements avec une complexité et de l'administration derrière forcément. Antoine Armand, donc simplification et stabilité pour pouvoir justement pousser les chercheurs ou les entrepreneurs à innover, puis surtout, vous l'avez dit, garder les compétences, les forces vives dans le pays et éviter justement que des ingénieurs nucléaires partent peut-être à l'étranger pour monter leur start-up. Bien sûr, moi je rejoins forcément les propos de mon collègue et l'idée d'avoir baissé les impôts de production, d'avoir baissé l'impôt sur les sociétés, de vouloir continuer à le faire, y compris sur les cotisations sociales en faisant des réformes de structure sur le chômage comme sur les retraites. C'est évidemment cette idée des conditions cadres qui sont indispensables. Et puis il y a France 2030, c'est-à-dire la politique industrielle offensive. C'est-à-dire l'État qui fait le choix d'investir directement, non pas dans une technologie, mais dans plusieurs. Mon collègue a cité le nucléaire, qui est un sujet qui me tient aussi extrêmement à cœur, qu'il s'agisse, surtout pas citer une seule start-up, parce qu'il y en a une vingtaine, et elle m'en voudrait, mais qui est des technologies de sodium, de plomb, de sel fondu, elles s'y retrouveront, qui ont aujourd'hui une avance colossale. Pourquoi ? Parce qu'on a l'expérience nucléaire en France, mais qui se font concurrencer par des start-up américaines qui n'ont pas l'expérience territoriale. Il y a des nucléaires aux États-Unis, mais pas de la qualité française, et qui peuvent nous rattraper très vite et qu'il faut soutenir. Et puis j'ajoute un point, parce que souvent quand on parle de technologie, on se fait très vite traiter de technosolutionniste et on donne l'impression qu'on croit ici, sur ce plateau, qu'on va tout résoudre avec la technologie. Mais l'innovation, c'est aussi la capacité à économiser la ressource. Quand vous avez de l'intelligence artificielle, vous pouvez faire des processus qui vous coûtent moins d'eau, moins d'énergie, moins de composants industriels. Donc l'innovation, c'est global, c'est évidemment comportemental, c'est processuel et c'est aussi bien sûr technologique, et c'est important de l'apporter dans toutes les entreprises en France qui le font. Une innovation de bon sens. Merci beaucoup, monsieur le député, de l'avoir rappelé. Merci, monsieur le sénateur, d'avoir été aussi en notre compagnie cet après-midi. On clôture cette interview, ce quart d'heure politique consacré aux investissements et à l'innovation. Et on va tout de suite enchaîner avec un sujet sur le pouvoir de la beauté pour faire changer les choses. Je vous invite à rester si ça vous intéresse. Et aussi vous, chers téléspectateurs, à rester bien sûr avec nous. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Merci beaucoup.